Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Bravo à ceux qui sont encore là, 20 heures. J'espère que vous n'allez pas finir complètement crevé. Oui, donc cette présentation, elle concerne les polémiques autour du vaccin contre l'hépatite B. Alors je vais essayer de vous présenter ça dans le temps le plus court possible, en 3 points, en revenant un petit peu sur un historique de la manière dont ces polémiques se sont développées et des raisons pour lesquelles elles se sont développées, en vous présentant un bilan extrêmement succinct, en tout cas un résumé des études épidémiologiques qui ont été réalisées il y a quelques années, mais enfin vous allez voir que ça s'est étalé sur pas mal d'années finalement pour essayer de comprendre s'il y avait un lien ou pas entre la vaccination hépatite B et les affections démyélinisantes du système nerveux central. Et puis en regardant ce qui était peut-être plus la demande que tu m'avais faite, mais quelles sont les répercussions en termes de perception des risques, non seulement dans la population générale, mais également, et c'est ça qui est peut-être aussi au moins intéressant, chez les professionnels de santé. Alors l'histoire de la controverse, il faut commencer par le départ, parce que tout est dans le symbole en matière de vaccination, et peut-être que quand on réfléchit à ça, on peut comprendre aussi pourquoi un certain nombre de décisions ont été prises plus tard. Effectivement, le premier vaccin contre l'hépatite B, il a été découvert, en tout cas il a été mis au point par une équipe française au CHU de Tours en 1976. En 1976, il y a également quelqu'un qui était un Américain, je crois qu'il s'appelait Bloomberg, qui a reçu le prix Nobel pour avoir découvert 20 ans plus tôt l'antigène HBS. Bon. Cette vaccination, elle a été introduite contre l'hépatite B en France en 1981 et elle est devenue obligatoire pour les professionnels de santé en 91. Et puis il y a un tournant qui est un tournant international, qui est mai 92, parce qu'en mai 92, l'OMS adopte une résolution de façon à promouvoir la vaccination universelle contre l'hépatite B, dans une volonté d'essayer de faire en sorte de se donner les moyens d'éradiquer ces infections. Donc évidemment, la prévalence de l'infection varie beaucoup dans le monde. L'OMS préconisait de mettre en œuvre et d'introduire dans les programmes nationaux de vaccination cette vaccination universelle dès 1995 dans les pays à forte endémicité et de façon un petit peu décalée dans les autres pays. Alors pour ce qui concerne les pays à faible endémicité, justement, il y a eu diverses réactions par rapport à cette recommandation. Et notamment dans les pays du nord de l'Europe, 7 pays du nord de l'Europe, finalement, ils ont quand même préféré rester sur une vaccination ciblée des personnes à risque, des adultes à risque, pour ne pas les nommer. Par contre, la plupart des autres pays d'Europe, enfin en tout cas pour lesquels on dispose de l'information, ont opté pour une vaccination universelle. Et la France en faisait partie, bien que sa situation épidémiologique soit finalement assez similaire de celle des pays du Nord, et a été décidé de lancer en 1994 un programme de vaccination universelle des nourrissons et un rattrapage chez les adolescents non vaccinés jusqu'à 15 ans, qui n'avaient pas pour vocation de rester définitif. D'ailleurs, c'était une mesure transitoire de façon à atteindre des couvertures vaccinales satisfaisantes. Alors, on a vu se mettre en place en 1994 une mobilisation de grands moyens, une véritable campagne de communication orchestrée par le secrétaire ou le secrétariat d'État à la santé, c'était à l'époque pas un ministère, et ce secrétaire c'était Philippe Douste-Blazy, qui a annoncé du coup une vaccination gratuite des enfants en 6e, donc sous la responsabilité de la médecine scolaire. Et d'autre part, on a appelé aux médecins généralistes de ville pour vacciner des nourrissons en fixant à ces deux types d'intervenants, pour ces deux types de populations, des objectifs de couverture vaccinale à 80%. Il a à l'époque utilisé des termes dont on pourrait presque dire qu'ils étaient assez anxiogènes, puisqu'il a qualifié le problème de la maladie de l'hépatite B et de son épidémiologie en France de risque infectieux majeur de la fin du siècle. Tout ça a été relayé dans les médias, avec la participation également du ministère de l'Éducation nationale, de nombreuses organisations, des campagnes de communication, fortement soutenues d'ailleurs par les fabricants de vaccins, et dans lesquelles
les risques ont été quand même un tant soit peu exagérés, et notamment les risques de transmission du virus par la salive, tant et si bien que un certain nombre de gens ont fini par se dire qu'il suffisait d'un simple baiser pour attraper cette maladie. Et le résultat ne s'est pas fait attendre, il y a eu une ruée vers les pharmacies pour demander le vaccin, pour se faire vacciner, et du coup il y a eu une rupture de stock. On s'est finalement retrouvé dans un programme de vaccination dont un certain nombre d'auteurs reconnaissent qu'il s'est complètement emballé tout en loupant sa cible. Je m'explique. Entre 1995 et 1997, il n'y a pas eu moins de 75 millions de doses de vaccins qui ont été distribuées en France. Cela dit, la population cible prioritaire, qui était celle des nourrissons de moins de 2 ans, est restée à des niveaux de vaccination, de couverture vaccinale inférieurs à 30% pendant plusieurs années, alors qu'elle décollait dans les autres pays qui avaient adopté un tout petit peu plus tard la vaccination universelle des nourrissons. Et puis le rattrapage de la vaccination contre l'hépatite B chez les adolescents n'était pas plus un succès, elle restait également très faible. Par contre, le programme, lui, a largement débordé de sa cible, contrairement là aussi aux autres pays qui avaient adopté le programme de vaccination universelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 22 millions d'adultes qui se sont fait vacciner à l'époque, c'est-à-dire 10 fois plus que le nombre d'adultes estimés dans les groupes à risque. Alors ces adultes, ils se trouvaient majoritairement dans la classe d'âge des 20-40 ans, et cette classe d'âge de 20-40 ans, c'est précisément la classe d'âge dans laquelle aussi on voit se produire, on voit le pic d'incidence des scléroses en plaques. Je dis ça tout à fait par hasard, évidemment. Par ailleurs, il y a eu des alertes multiples. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les premières alertes, elles n'ont pas eu lieu en France. Elles ont émané du Royaume-Uni, puisque en 1991, 2 cas de poussée de sclérose en plaques, 6 semaines après une vaccination VHB, étaient rapportés et publiés dans la revue Lancet. En 1994, d'autres signalements sont arrivés en France, et d'ailleurs à cet égard, peu nombreux d'ailleurs, une dizaine, mais à cet égard, une étude a été lancée par l'AFSALS. De nouvelles alertes avec le vaccin Pasteur-Mérieux administré chez 75 000 collégiens en 1995. Et de fil en aiguille, eh bien, on recensait en juillet 1996, pas moins de 249 cas d'affections démyélinisantes du système nerveux central, recensés et enregistrés dans le système de pharmacovigilance. Alors à l'époque, un groupe d'experts a été mis sur place qui ont diligenté une enquête qui n'a pas montré de différence significative en termes de risque de sclérose en plaques entre les vaccinés et les non-vaccinés, mais en même temps qui n'a pas exclu la possibilité d'un faible risque. En octobre 88, vous le savez tous, c'est 88, c'est 98, excusez-moi, c'est une coquille, décision du ministre de la Santé Bernard Kouchner, non pas de mettre fin à ce programme de vaccination, mais de l'arrêter à l'école, tout en maintenant celle des nourrissons. Conséquence de cette décision, mais on se trouve passé d'un programme national de vaccination de masse, impulsé sous la direction et sous l'autorité de l'État, à une vaccination qui finalement était tributaire maintenant de décisions individuelles. Et finalement, les médecins et les parents se sont trouvés livrés à eux-mêmes dans un grand désarroi, qu'on peut comprendre, parce que les parents étaient évidemment plongés sur le doute de la possibilité d'effets secondaires indésirables graves de ce vaccin, et interrogatifs sur la poursuite des injections lorsqu'une vaccination avait été initialisée. Et vous imaginez le désarroi des médecins généralistes qui avaient eux-mêmes réalisé ces vaccinations. Et les incertitudes ont continué assez longtemps, parce que, au-delà de 1998 et de l'arrêt de la campagne de vaccination, des nouvelles études et leurs résultats ont été publiés. Et finalement, ces études, même si elles n'ont pas apporté la démonstration que le vaccin était dangereux, elles n'ont pas non plus individuellement permis
d'exclure de façon formelle la possibilité de faible risque. Ce que, soit dit en passant, aucune étude épidémiologique n'est capable de faire, donc rien de très étonnant en tout ça. Du coup, le débat s'est polarisé sur la dangerosité du vaccin, mais aussi sur la façon dont la campagne a été menée, et une commission d'enquête a été demandée en 2001 qui finalement n'aura pas lieu. Ça vous rappellera peut-être des souvenirs de choses qui sont arrivées un petit peu plus tard. Alors le bilan de tout ça, c'est des données là que je sors d'un papier qui va être publié prochainement, parce que c'est un bilan qui a été fait de façon rétrospective et qui porte sur la période 80-2000. Il y a eu en fait sur cette période-là 624 cas d'affections démyélinisantes incidentes enregistrés après vaccination VHB dans le système de pharmacovigilance. On va voir ce que ça donne. C'est un papier de Julie Mouchet et de Bernard Bégaud qui va être publié prochainement dans Vaccine en 2019. Alors les barres en bleu, ça correspond aux effectifs de cas à la date d'apparition des premiers symptômes. Donc vous voyez, on a quasiment une courbe épidémique, et vous notez d'ailleurs qu'en fait, l'occurrence des cas, si j'arrive à faire marcher ce bitonio, oui, se produit bien avant la campagne, c'est-à-dire à partir de 91. La courbe en jaune, elle, correspond à la notification de ces cas au système de pharmacovigilance et au pourcentage de cas chaque année notifiés. Vous voyez qu'elle est décalée dans le temps. Elle est même tellement décalée qu'elle est décalée pratiquement de 2 ans, 2 ans et demi. Alors quand on regarde les caractéristiques de ces... Alors, une autre chose que je voulais vous dire, c'est que vous constatez ici qu'il y avait déjà des cas, mais que la notification commence en 94. Donc là, il y avait un signal pharmacologique qui n'a pas du tout été détecté. Ou pu être détecté. Donc ces cas, ils se présentent majoritairement chez les femmes, chez des gens d'un âge moyen d'une trentaine d'années, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 60% de ces cas, vous l'avez intuité en regardant le diagramme, se produisent entre 95 et 97. Je dis bien, ce sont des cas rapportés là. La moitié, et ça c'est quelque chose qui est assez étrange, est notifiée uniquement après la booster dose, la dose de rappel qui, dans l'ancien calendrier, se trouvait à 1 an. Le temps médian entre la vaccination et les premiers symptômes n'est que de 2 mois et demi. Le temps médian de notification, j'en ai parlé juste avant. Et alors, récemment a été fait, quand je dis récemment, c'est dans les 2 dernières années, un travail pour essayer de comparer l'incidence, si vous voulez, ou le nombre de cas observés parmi les personnes vaccinées, au nombre qu'on devrait observer parmi ces personnes vaccinées s'il n'y avait absolument aucun lien entre la vaccination et la CEP. Donc, si on avait parmi les vaccinés la même incidence que dans la population générale, une incidence de base ou une incidence naturelle. Donc ça a été fait par Bernard Bégaud et sa thésarde. Et en fait, on calcule évidemment un ratio des observés sur des attendus. Voilà, il est là. Pardon, je suis allé trop vite. Alors maintenant, ça y est, on est sorti. J'y reviens. Ce ratio n'est que de 0,35. Donc il est assez éloigné de 1. Il montre d'abord que finalement, il n'y a aucun excès de CEP parmi les gens vaccinés. Premier résultat relativement rassurant, même si ce taux variait quand même d'une année sur l'autre, il se rapprochait de 1 à certaines années. Bon. Évidemment, derrière, il y a eu un certain nombre d'études épidémiologiques qui ont été faites, qui sont des études épidémiologiques qu'on appelle en épidémiologie des études analytiques, pour essayer de comprendre, d'étudier les liens potentiels entre l'exposition au vaccin et la survenue d'affections démyélinisantes du système nerveux central et de sclérose en plaques. Alors il y en a eu un certain nombre qui ont donné lieu à rien de moins que 6 revues de littérature, 2 méta-analyses, et là je vais vous restituer de façon très résumée les résultats de la dernière méta-analyse, publiée également par Mouchet et Hall dans Vaccine en 2019, qui porte sur 13 études, qui intègre par rapport aux précédentes publications 2 études supplémentaires publiées après 2012. Vous voyez que les études concernées, finalement, ne sont pas qu'en France.
C'est principalement des études cas témoins en épidémiologie, dont 3 études cas témoins nichées dans des cohortes. Ce sont des designs qui sont quand même assez robustes et assez solides, ces études cas témoins. Et vous voyez que la méta-analyse a porté sur un nombre très considérable de cas et de témoins, 17 000 cas, 16 000 témoins. Alors, voici les résultats de la méta-analyse. Ça, c'est les résultats uniquement pour la sclérose en plaques, pour la multiple sclérosis. Et donc, vous voyez dans le cadre rouge que l'odds ratio global n'est que de 1,19 et qu'il n'est pas du tout significatif. Moralité, on ne trouve pas d'excès significatif, mais les auteurs concluent quand même qu'on ne peut pas exclure, sur la base de ces résultats, un faible risque. Alors ça, c'est un peu un gimmick épidémiologique, qui est un peu étonnant, parce que quand vous voyez le nombre de cas sur lesquels ça porte, je trouve ça quand même un petit peu étonnant. Mais enfin bon. Alors, quelles sont les répercussions de tout ça? C'est très résumé, ce que je vous présente. Quelles sont les répercussions de tout ça sur, finalement, la perception des risques vis-à-vis du vaccin VHB dans la population générale? C'est d'abord intéressant de regarder ce qui se passe. Heureusement que Didier Raoult n'est plus là, parce que sinon il m'aurait sauté à la gorge, parce qu'il n'aime pas du tout qu'on dise ça, sur les opinions sur la vaccination en général. Je pense que c'est une mauvaise question, moi je trouve que c'est quand même intéressant. Là, vous avez successivement les différentes enquêtes du baromètre santé qui est diligenté par l'INPES depuis quelques années. Donc, à chaque fois que vous avez une enquête transversale, vous pouvez donc comparer l'évolution de différents paramètres tous les 5 ans, là, pratiquement. Et vous voyez que pour les années 2000 et 2005, c'est-à-dire finalement quelques années après une crise dont on pourrait dire qu'elle était plus ou moins terminée, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai non plus, la crise vaccinale hépatite B, les opinions très défavorables en rouge, là, sont vraiment minoritaires. Donc l'impact, finalement, dans l'opinion, par rapport à l'opinion que les gens pouvaient avoir par rapport à la vaccination en général, finalement, elles sont modiques. Elles sont d'autant plus modiques que, finalement, quand on les compare à ce qui s'est passé au moment de la pandémie, vous voyez qu'il y a une sacrée différence. Mais on pourrait se dire aussi que ce qui s'est passé lors de la crise vaccinale hépatite B a probablement joué et fait le lit des réactions qu'on a observées quelques années plus tard, en 2010, lors de la pandémie, parce qu'il y a quand même des éléments communs dans ces deux crises, où on peut quand même dire, même en restant prudent, que les campagnes de vaccination qui ont été faites ont été vendues en exagérant un tantinet, voire même beaucoup, la situation épidémiologique qui était censée les justifier. Par contre, quand on regarde ce qui se passe en termes de perception des risques relativement au vaccin, et ça se passe de ce côté-là, vous voyez que là, on est sur des données qui ont été recueillies dans le baromètre santé 2016, donc on est pratiquement 20 ans après, et bien 20 ans après cette crise, il reste encore des traces extraordinairement marquées de la méfiance que les gens peuvent avoir vis-à-vis du vaccin hépatite B, puisque vous voyez que, que vous voyez que dans la population générale française, il y a pratiquement 40% de la population qui pense encore que le vaccin contre l'hépatite B peut provoquer des effets secondaires. Il manque grave là, mais c'était bien l'intitulé de la question. Et ce taux est même encore plus important en région PACA, c'est les barres vertes, puisqu'il atteint pratiquement 60%. Par ailleurs, à côté, vous voyez quand même que les opinions par rapport à l'efficacité du vaccin sont quand même globalement, majoritairement favorables. Alors cela dit, en même temps, finalement, quand on regarde les opinions défavorables à certains vaccins en particulier, qui sont des questions qui sont posées toujours dans ces baromètres-là, vous voyez qu'on est sur des opinions autour de l'hépatite B défavorables qui ne concernent que 10% de la population, avec des taux qui sont relativement stables entre 2010 et 2016. Et ça m'incite à penser que finalement, les gens dans la population générale font un arbitrage entre les bénéfices du vaccin et les effets secondaires putatifs ou ressentis de ce vaccin relativement favorables, et puisque les opinions défavorables ne concernent que 10%. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 90% qui considèrent que le vaccin finalement n'est pas si mal que ça, et que ça vaut peut-être le coup quand même de le prendre. J'ai oublié ça.
Alors par contre, les conséquences sur la couverture vaccinale, elles ont été quand même assez dramatiques. Parce que quand on sort de 98, j'y suis plus du tout là, voilà, 98, on a des taux de vaccination qui baissent, et il a fallu pratiquement 10 ans ou plus pour rattraper ou atteindre des taux de couverture vaccinale qui atteignent des niveaux à peu près acceptables. Et encore, encore ça a pu être fait grâce à l'introduction du remboursement du vaccin équivalent, dans lequel le vaccin hépatite B a été introduit. Et vous voyez que c'est plutôt à partir de là qu'on a vu une inflexion plus nette de l'augmentation de la couverture vaccinale VHB chez les enfants de moins de 2 ans. Quand on se compare d'ailleurs aux autres pays d'Europe, et ça c'est une étude de l'ECDC, donc vous avez toujours les pays de l'Europe du Nord dans lesquels la vaccination est sur les groupes à risque, mais quand on regarde ce qui se passe par rapport aux pays qui ont adopté une vaccination universelle, et ben la France, c'est le pays dans lequel la couverture vaccinale en 2010 était encore inférieure à 50%, là où la plupart des autres pays avaient atteint, voire dépassé 90% de couverture vaccinale. Oui, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, enfin... Bon, il y a les Autrichiens qui sont aussi mauvais. Ah oui, alors il y a peut-être... Oui, sinon ils sont juste un petit peu plus... On ne voit pas bien le dégradé. Nous, on est tout noir. Alors, c'est pas que dans le public que les conséquences ont pu être mesurées, mais elles ont été aussi observées chez les médecins généralistes. Et ça, c'est une étude que nous avons faite dans le cadre d'un panel de médecins généralistes de ville de 1500 médecins généralistes, un panel national en 2014. Et vous pouvez constater qu'en matière de... Là, ce sont des questions sur la recommandation aux patients dans des groupes cibles de certains types de vaccins. Et là, il s'agit de la recommandation du vaccin hépatite B en rattrapage chez les adolescents. Et vous voyez que la distribution des réponses sur la fréquence de recommandation montre que ce comportement de recommandation était loin d'être systématique chez les médecins généralistes. Et c'était même le vaccin pour lequel c'était, avec peut-être le méningocoque C aussi, le moins systématique. On voit aussi chez les médecins généralistes, et là je vais afficher, qu'il existe, en tout cas chez une minorité d'entre eux, des doutes encore sur la possibilité d'un lien entre le vaccin hépatite B et la sclérose en plaques, doutes d'autant plus fréquents que l'on avait affaire à des médecins avec un niveau d'hésitation vaccinale croissant. Et j'ai presque fini. Je m'intéresse là ici aux infirmiers. Ça, c'est une étude que nous avons faite en 2018 autour de leurs attitudes et pratiques vis-à-vis de la vaccination. Et vous voyez que donc c'est un échantillon de 1500 infirmiers représentatifs. Vous voyez qu'il y a pratiquement 6 infirmiers sur 10 en 2018 qui considèrent qu'il y a un lien probable entre la vaccination HBV et la sclérose en plaques. Donc en conclusion, cette campagne de vaccination de 1994 est là manquer sa cible et contribuer à une vaccination de masse de la population adulte qui n'était pas dans la cible, elle, non à risque. Alors, pardon. Entre 80 et 2000, 624 cas d'affections démyélinisantes confirmés ont été déclarés au système de pharmacovigilance français chez les personnes vaccinées, dont 60% entre 95 et 97. Mais le taux de sclérose en plaques déclaré dans la population vaccinée est quand même resté largement inférieur au taux spontané en population générale, probablement d'ailleurs parce que dans ce type de système, il y a toujours une sous-notification. Les études observationnelles analytiques, cas témoins ou cohortes qui ont été faites ensuite en France et ailleurs, un peu partout dans le monde, n'ont pas montré, en tout cas globalement, parce qu'il y a une ou deux exceptions tout de même, d'excès de risque significatif. Mais par contre, les répercussions en termes de perception des risques durent encore 20 ans après, en population générale et chez certains professionnels de santé. Les généralistes, une minorité, les infirmiers, une majorité. Et puis pour conclure, le retard de montée en charge de la vaccination chez les enfants a certainement constitué une perte de chance importante en termes de protection
Merci de votre attention. Merci Pierre. Alors, des commentaires ou des questions Pour ceux qui restent. Le dernier intervenant. Vous avez peut-être diminué l'impact du lobbying des homéopathes aussi, ou volontairement en pas parler parce qu'ils ont joué un rôle très délétère dans cette campagne. Oui, ça c'est pas quelque chose que j'ai constaté, mais ce que je peux vous dire en particulier, c'est qu'effectivement, c'est chez les homéopathes qu'on trouve le plus de médecins sceptiques vis-à-vis de la vaccination. Et notamment dans les travaux que je vous ai montrés là, avec la progression de l'hésitation vaccinale, c'est majoritairement des homéopathes. Bravo, parce que c'est une synthèse courte mais parfaitement efficace de ce que vous pensez. Et comment tu penses qu'on peut arriver à réverser, notamment dans les infirmiers? C'est affolant, les chiffres que tu as donnés, c'est 60%. 6 infirmiers sur 10 qui sont persuadés qu'il y a une relation entre les deux. Je ne sais pas comment on peut faire pour faire passer le message. Moi, je n'ai pas de recette toute faite, mais effectivement, c'est d'autant plus important ce que tu dis que le gouvernement, là, est en train de mettre en place progressivement, et ça va se faire, hein, une délégation de la vaccination chez les infirmiers. Donc, moi, je trouve que ce serait quand même très souhaitable d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur ces résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, de toute façon, dans la maquette de formation des infirmiers, la vaccination, c'est la portion congrue. Cela dit, c'est déjà presque vrai aussi pour les médecins généralistes, hein, sans vraiment exagérer. Il y a très très peu d'enseignements. Bon. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut être corrigé. Est-ce que ça suffirait à renverser les opinions des infirmiers en la matière? Certainement pas. Ça ne suffirait pas. Donc il faut imaginer des interventions... télévision. Ouais, enfin, en tout cas, ça, seul, c'est pas suffisant. Et ça a été montré depuis très longtemps. Les médecins sont très demandeurs de trucs comme ça. Ils aiment bien, finalement, qu'il y ait une espèce une nappe d'informations sur lesquelles ils peuvent, officielles, sur lesquelles ils peuvent s'appuyer ensuite pour aller convaincre. Alors ça a très bien marché avec les antibiotiques un temps. Bon, pour les infirmiers, il y a tout un tas d'expérimentations qui ont été faites dans différents hôpitaux qui donnent des résultats très variables, souvent très décevants, pour les convaincre de se vacciner contre la grippe notamment. Bon, il y a des expériences qui marchent mieux. Je suis au courant d'une expérience qui a été mise en place par Philippe Van Hens dans les hôpitaux de Lyon. Et donc il faudrait que j'aille le voir pour voir comment ça marche. Mais peut-être que ça relève à la fois de la formation, certainement, c'est à condition nécessaire mais pas suffisante, mais probablement de techniques un petit peu plus modernes de counseling faites auprès des professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faudrait presque en être amené à considérer les professionnels de la même manière qu'on considère les patients, ce qui n'a rien en soi de péjoratif, mais de faire finalement ce qu'on fait auprès des patients pour essayer de les convaincre, le faire aussi de façon adaptée auprès des professionnels pour leur montrer les avantages de se vacciner. Sur le sujet du vaccin grippe, c'est pas quelque chose de très facile parce que c'est pas non plus un vaccin sur lequel, enfin c'est pas un vaccin parfait, quoi. Enfin, il y a des défauts et c'est difficile de les nier. Pour ce qui concerne la vaccination contre l'hépatite B, nous on a constaté dans notre enquête que la vaccination complète chez les infirmiers, elle avait baissé de plus d'une dizaine de points là en 2018 par rapport à ce qui avait été mesuré par Santé publique France sur un échantillon représentatif il y a 10 ans. Il y a eu une pénurie de vaccins il y a 6 mois, 1 an aussi. En fait, on était obligé d'envoyer les gens à la conception et tout chercher le vaccin. Oui, il y a des pénuries de vaccins, effectivement, en ce moment qui ne facilitent pas les choses aussi. Il y a pour le moment, quand on regarde ce qui se fait en termes d'intervention, aussi bien auprès des professionnels que dans la population générale, pour réduire l'hésitation vaccinale et améliorer les perceptions vis-à-vis des vaccins, rien qui n'ait fait la démonstration de son efficacité de façon extrêmement probante. La seule chose pour laquelle on a un espoir, parce que ça semble très très bien marcher au Québec, c'est ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Alors l'entretien motivationnel auprès de jeunes parents, par exemple,
par exemple, au Québec, ils ont mis ça en place juste après l'accouchement dans les maternités. C'est une stratégie qui est assez intelligente parce que ça permet de voir un maximum de gens et de monter en charge assez vite. Ils ont apporté c'est des RCT qu'ils ont fait. Ils ont apporté des éléments qui sont extrêmement convaincants et qui sont les meilleurs de la littérature actuellement, sur tout ce qui a pu être essayé. Bon, il y a d'autres choses qui marchent. Pour ce qui concerne les professionnels, il y a certainement une révision drastique de la maquette de formation des professionnels là-dessus. Ce n'est pas seulement une question de formation académique, c'est aussi une question de savoir parler, de savoir-faire et de savoir-être avec des gens. Parce que maintenant, dans une relation médecin-patient, quand on dit aux gens « vous devez faire ci, vous devez faire ça », c'est le meilleur moyen qu'ils ne le fassent pas. On ne peut plus s'y prendre comme ça. C'est une évolution sociétale. Nos sociétés sont comme ça maintenant. On ne peut plus faire comme ça. L'entretien motivationnel répond à ça. Est-ce qu'il faut faire de l'entretien motivationnel avec des professionnels de santé ? Ça serait peut-être pas idiot aussi. En tout cas, d'avoir des méthodes de counseling et d'écoute et peut-être aussi des études un petit peu plus fines et approfondies pour essayer de comprendre ce qui se passe, notamment chez les infirmiers, parce que là, chez les infirmiers... Alors, il y a un gros différentiel entre les infirmiers salariés et les infirmiers libéraux. Les infirmiers libéraux sont quand même un peu plus impliqués qu'à l'hôpital dans des tâches de prévention. C'est pas moi qui le dis, c'est en discutant avec des infirmiers. Et pour ce qui concerne les infirmiers salariés dans les hôpitaux, je suis quand même pas loin de penser, pour en avoir discuté avec eux, que tout ça se mêle aussi avec des histoires de conflits sociaux qui ne sont pas très faciles à désintriquer. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre d'établissements hospitaliers où les conditions de travail pour les infirmiers sont mal acceptées ou sont objectivement difficiles. Et j'ai vu... et puis il y a aussi tout un tas d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, et notamment, par exemple, l'exemple que peuvent donner les médecins eux-mêmes dans leur comportement par rapport au vaccin, par rapport aux règles d'hygiène. À cet égard, j'ai vu un verbatim qui était quand même très, je vous l'avais passé là, lors de la présentation sur grippe, d'un infirmier qui disait « Moi, je veux bien me vacciner, mais quand tout un tas de choses auront changé, que les médecins le feront, que les patients, les visiteurs qui rentrent dans l'hôpital mettront des masques, etc., etc., etc. » Donc c'est tout un biotope et tout un écosystème de comportement. Enfin, c'est pas en se ciblant sur les infirmiers seuls qu'on changera la donne, mais c'est en réfléchissant à tout un écosystème. Très bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci de votre attention.